Bonjour et bienvenue à cette classe de maître. La série Classe de maître est une initiative de la division Travail et organisation du Regroupement québécois de psychologie positive. Cette série vous propose des entretiens avec des personnes chevronnées en psychologie positive appliquées en contexte organisationnel. Ces personnes sont des spécialistes en recherche ou en intervention pratique. Chaque classe de maître s'adresse à un public familier avec le thème choisi et permet d'approfondir ce thème spécifique, de partager et d'échanger sur leurs expériences et cas vécus, de transmettre les apprentissages et leçons apprises à travers leurs expériences et recherches, permet enfin d'explorer les pistes de développement et de recherche. Bon visionnement. Bonjour, puis bienvenue à vous deux. Bienvenue à la classe des maîtres d'aujourd'hui qui porte sur l'approche par les forces et la théorie de l'autodétermination. Alors, nos deux invités, je vous les présente. Il y a Philippe Dubreuil, qui est docteur en psychologie et conseiller en ressources humaines. Il est professeur agrégé à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à la direction au département de gestion des ressources humaines. Puis, Philippe, il est psychologue organisationnel, puis il est chercheur passionné par l'approche par des forces. Bienvenue, Philippe. Merci beaucoup. Jacques Forêt. Jacques est également docteur en psychologie. Il est aussi conseiller en ressources humaines, agrégé. Il est récipiendaire du prix Distinction Fellow de l'Ordre des CRHA. Bravo à vous. Il est professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec. Et Jacques, en plus d'être professeur titulaire, il est également psychologue organisationnel et chercheur passionné par la théorie de l'autodétermination. Alors, bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me parler de qu'est-ce qui vous a amené l'un vers l'autre? Peut-être d'abord, Philippe, qu'est-ce qui vous a amené vers Jacques Forêt? Oui, ben, en fait, c'est une bonne question. Ça remonte à très, très longtemps. C'est en 2006, en fait, la première fois que j'ai eu l'occasion d'entendre Jacques parler devant un auditoire, on sait ses qualités d'orateur. C'était au congrès de l'AIPTLF, donc l'Association internationale de psychologie du travail de langue française. Puis Jacques parlait justement de cette nouvelle tendance ou ce nouveau paradigme qui arrivait en psychologie, qui était la psychologie positive. Il nous expliquait les retombées potentielles en contexte de travail, etc. Puis moi, je trouvais ça vraiment fascinant, je trouvais ça passionnant, puis je trouvais ça surtout rafraîchissant de l'entendre nous parler justement dans des termes positifs du fonctionnement optimal, du bien-être, etc. Puis, ça faisait tellement du bien parce qu'à l'époque, la psychologie, on était très centré sur une approche un petit peu plus déficitaire, à savoir si, par exemple, une personne qui est ambitieuse, c'est parce qu'elle essaie de combler un besoin quelconque, puis on était toujours dans des paradigmes un petit peu inverses. Puis, moi, personnellement, j'ai toujours été vraiment passionné là, par le comportement humain, par les explications du comportement, des façons d'être. Puis, je n'arrivais pas à concilier ces aspects-là. Pour moi, une personne qui voulait optimiser son développement, son fonctionnement, c'était pas nécessairement dans une perspective là, de combler une sorte de vide quelconque qu'elle peut avoir, mais vraiment dans une perspective d'épanouissement. Puis, je me disais, il y a tellement de choses à développer en psychologie à ce niveau-là. Là, Jacques nous apportait justement des éclairages en ces termes-là. Puis, moi, je trouvais ça fascinant, passionnant. Puis, bref, tout de suite, là, après la présentation, je suis allé parler avec Jacques, on a fait connaissance. Puis, je me rappelle encore que Jacques, moi, à ce moment-là, je faisais mon baccalauréat en psychologie. Jacques m'avait dit, en tout cas, si ça t'intéresse un jour, peut-être que tu pourras recommuniquer avec moi, puis on pourrait travailler ensemble. Je pourrais peut-être diriger tes travaux, des choses comme ça. Tu sais, puis c'était vraiment lancé comme ça. Puis effectivement, 2 ans plus tard, quand ça a été le moment de choisir mon directeur de recherche, j'ai pris le téléphone, j'ai communiqué avec Jacques, puis je dis, est-ce que tu te rappelles de moi? On avait parlé là, en 2006 au congrès de la IPTLF, etc. Puis
on a continué à échanger, puis on a développé un projet ensemble. Ça a été le début d'une longue et fructueuse collaboration, si je peux le dire ainsi, Jacques. Oui, exact. Ben, moi, je me souviens que tu m'avais contacté plus directement. Tu étais venu à un congrès à Montréal, je crois, puis tu m'avais parlé de ça, mais j'avais oublié tous les détails du cheminement, là, mais c'est le fun de les entendre. Là. Merci de me rafraîchir la mémoire, Philippe. Ça fait plaisir. C'est ça. Puis en fait, Philippe, vous avez été vers Jacques et c'est Jacques qui a dirigé vos travaux de recherche au doctorat, c'est ça? Oui, exactement. Jacques a dirigé mes travaux de recherche en co-direction avec François Courcy aussi de l'Université de Sherbrooke, quand j'ai fait mon doctorat en psychologie organisationnelle à l'Université de Sherbrooke. OK. Puis au-delà des intérêts de recherche, y avait-tu des choses qui ont fait que vous avez senti qu'il y avait des affinités? Moi, une des choses qui m'a beaucoup rassuré, c'est de savoir que Philippe, c'est un ancien athlète qui a été champion canadien de sa discipline là, en nage en eau libre. Fait que j'avais devant moi quelqu'un de discipliné qui était capable d'aller jusqu'au bout des choses. Là. C'est un des éléments qu'on cherche là, quand on accepte des étudiants au doc. Ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup mis en confiance. Puis moi, mon background est en psycho du sport. Fait que entre psycho du sport et psycho du travail, il y a souvent des similitudes. C'est des gens engagés, passionnés, qui s'investissent. Fait que ça c'était un des éléments interpersonnels qui m'avait beaucoup aidé. Puis puisqu'on travaille par l'approche par les forces, moi, je demande aux gens de me donner leurs forces. Philippe, je me souviens, tu m'avais donné tes forces du Values in Action, mais aussi du Gallup Strengths Finder. Fait qu'on avait pu partir de là, de s'utiliser l'un l'autre à l'aide de nos forces. Puis ça avait rendu la collaboration, puis elle la rend encore efficace, là, je trouve. Oui, absolument. Puis, je suis tout à fait d'accord. Jacques, avec tout son background en psychologie sportive, son background aussi d'athlète lui-même, si je ne me trompe pas, en ski puis en snowboard, Jacques, on avait des affinités communes. Toute je pense, cette perspective-là d'aller au bout de soi-même, d'aider les autres aussi à aller au bout d'eux-mêmes, puis de s'accomplir à travers ça, puis de l'étudier, puis le rendre en termes justement théoriques, psychologiques, favoriser le fonctionnement optimal. Bon, ça fait un petit peu partie de nos valeurs qu'on a incarnées dans nos carrières respectives sur le plan sportif, sur le plan aussi interpersonnel. On baigne un petit peu dans ces éléments-là. Donc, nécessairement, on a eu des affinités là, rapidement, puis on s'entend bien sur qu'est-ce qu'on souhaite viser, qu'est-ce qu'on souhaite développer, puis comment le faire. Mm-hmm. Puis au-delà du partage de ces valeurs-là, des champs d'intérêt, je vois qu'il y a quelque chose en lien avec la performance, le bien-être, l'optimisation. Comment vous avez fait le lien vers la psychologie positive? Moi, ce qui m'avait mis sur les traces de la psychologie positive, c'était au début de mon doctorat. Moi, j'ai commencé en 2001, mon doctorat. Je ne me souviens plus quelle année précisément, mais il y avait eu un numéro spécial de la revue de l'APA, American Psychologist. Et le numéro entier était dédié à la psychologie positive sous toutes ses facettes. C'était le professeur André Savoie qui m'avait dit « Ça a l'air d'être ton genre, ça. » Puis je me souviens, il m'avait donné la revue. Je l'avais dévoré d'un couvert à l'autre. Puis là-dedans, on parlait de la théorie de l'autodétermination, de la psychologie positive, de l'approche par les forces, les épisodes de flow. Donc, il y avait de multiples angles d'attaque sur cette nouvelle discipline-là. Puis moi, ce qui m'avait attiré en psycho du sport, c'est justement parce qu'on met la lorgnette du côté positif ou enthousiasmant de l'athlète, de l'être humain. Là, je suis en train de découvrir un tout nouveau champ d'études qui mettait la lorgnette positive sur l'être humain dans son ensemble, peu importe le secteur de vie. Moi, ça a été un point de bascule important. C'est là qu'a germé l'idée de tester l'intervention, moi à mon meilleur, le me at my best en contexte de travail. Ça a été un des éléments qui m'a familiarisé ou socialisé à la théorie de l'autodétermination. Moi, ça a été un élément déclencheur très fort, ce numéro spécial-là. Puis là, ensuite, on a vu un foisonnement, soit des revues entièrement dédiées à ça, des handbooks de psychologie positive. Il y a eu le livre sur le questionnaire Values in Action. Donc, tout ça est arrivé là, en l'espace de quelques années.
Puis moi, je me souviens que je me sentais comme un surfeur qui était sur le bord d'une vague immense que je ne voulais pas rater. Fait que j'ai ramé très fort. Puis là, ça fait quasiment 20 ans, puis on continue à la surfer, là, cette vague-là. C'est vraiment le fun. Puis travailler avec des gens comme Philippe, puis d'autres personnes à travers le monde qui ont cet intérêt-là, là, c'est très enthousiasmant. Mais moi, cette revue-là a vraiment fait un point de bascule là, qui m'a fait voir toutes les possibilités, puis ensuite, ces possibilités-là se sont actualisées. Là. Si on surfe sur la réponse de Jacques, et vous, Philippe, est-ce qu'il y a un élément déclencheur en particulier qui vous a amené au grand champ de la psychologie positive? Ouais. Moi, je pense que l'élément déclencheur, ça a été vraiment la présentation de Jacques, comme je parlais. Mais tout ça s'enracine un petit peu dans des valeurs que j'ai eu l'occasion de cultiver là, au niveau sportif, justement. J'avais, entre autres, un de mes entraîneurs qui était aussi psychologue en même temps. Puis, comme on sait, en préparation sportive, on est souvent en train de préparer l'épreuve, de préparer aussi toute la stratégie, le momentum psychologique qu'on doit avoir aussi à travers tout ça. Puis, pour moi, il y avait toute justement une optimisation de notre fonctionnement qui se faisait à travers tout ça. Puis, je me disais, c'est tellement intéressant, c'est tellement enrichissant. Puis, il y a tout ce côté-là de l'optimisation de notre fonctionnement qu'on peut cultiver, qu'on peut étudier, qu'on peut développer. Puis, il y a des gains là, très, très importants pour la société aussi là, d'aller dans cette tangente-là. Puis, à travers toutes à travers toutes c'est ça, les études en psychologie que j'ai eu l'occasion de faire dans mon bac, tout ça, je n'avais pas de réponse qui touchait tant que ça à ces champs-là. Puis, l'élément déclencheur, vraiment, je l'ai vécu là, avec la présentation de Jacques. Puis ensuite aussi, à travers un livre là, qui s'appelait Positive Organizational Scholarship, qui venait semer les jalons là, de toute cette nouvelle tendance-là, au plan organisationnel en particulier. Et puis, un peu comme Jacques, là, moi aussi, j'ai dévoré justement ce livre-là, qui est un ouvrage collectif, là, donc plusieurs chapitres qui portaient sur des sujets précis et qui présentaient justement toute une série d'applications de la psychologie positive en contexte organisationnel qui permettaient d'optimiser le fonctionnement, optimiser le bien-être sur le plan organisationnel, sur le plan des équipes, et avec des perspectives, avec des interventions, avec des analyses qui avaient été faites aussi sur le plan statistique. Puis, c'était vraiment extrêmement intéressant. Puis, je me disais, j'ai le goût de m'inscrire dans ce champ-là. C'est la voie là, qui m'intéresse le plus. Et par rapport à toute cette vague-là, justement, sur laquelle j'ai eu l'occasion d'embarquer aussi avec Jacques, ben, il y avait différents congrès, tout le corpus était en émergence aussi à ce niveau-là. Donc, c'était extrêmement intéressant de faire différentes rencontres, d'échanger là-dessus. Puis, je me rappelle aussi que Jacques m'avait mentionné un des éléments qui avait confirmé son intérêt, c'était d'aller justement au International Positive Psychology Association. C'était vraiment un des plus grands congrès là, en psychopositive au niveau international. Puis, pour lui, ça avait été un petit peu une forme de confirmation là, que c'était un champ d'intérêt. Puis moi, j'ai eu l'occasion d'assister à mon tour à un de ces congrès-là dans les premières années. Puis ça a été aussi pour moi là, une confirmation. Puis de rencontrer tous ces chercheurs-là, tous ces gens-là qui contribuent au développement des connaissances en psychopositive de façon active, puis de façon scientifique surtout. C'était vraiment très, très passionnant. Donc, c'est une vague, je pense, qui continue encore là, de déferler, puis qui nous entraîne, qui nous amène, puis qui développe toute une série de connaissances. Là, puis de plus en plus, non seulement des connaissances fondamentales, mais aussi applicables dans les organisations. OK. Puis en lien avec l'approche par les forces, particulièrement, comment ça se situe dans le grand champ de la psychologie positive maintenant? Ben, moi, je pense que c'est encore vraiment au centre de la psychologie positive. Il faut se rappeler qu'à l'origine, le courant des forces avait été développé comme une classification des éléments qui pouvaient se retrouver au cœur de la psychologie positive, puis qu'on devait viser à développer, qu'on devait étudier, mieux comprendre, pour lesquels on devait aller chercher aussi, par exemple, toute une série de structures au plan de la recherche pour aller chercher des subventions avec des thématiques précises, tout ça, un peu comme ça s'est fait avec toutes les problématiques, le DSM-4, les problématiques, par exemple, de dépression, d'anxiété, phobie, etc., c'est classé. Ben, le fait d'avoir une classification par rapport aux forces, bien, ça nous permet d'avoir un vocabulaire, des termes précis et qu'on puisse faire de la recherche sur ces éléments-là.
Donc, ça se situe vraiment au cœur là, de la psychologie positive, puis ça l'est encore maintenant. Puis ça a des répercussions maintenant dans toute une série de domaines, là, que ce soit au niveau de la clinique, au niveau de l'éducation, au niveau de l'organisationnel. C'est vraiment au cœur de la psychologie positive. OK. Puis, vous, Jacques, comment vous situeriez la théorie de l'autodétermination dans le grand champ de la psychologie positive? Ce qui est intéressant, c'est que la théorie de l'autodétermination existait avant le courant de la psychologie positive, mais dans la revue dont je parlais là, au début des années 2000, ça a comme fait un arrimage naturel pour moi dans ma tête. Que la théorie de l'autodétermination, ce qui est le fun, c'est qu'elle joue à la fois sur le tableau de qu'est-ce qui augmente ce qui va bien et qu'est-ce qui diminue ce qui va mal. Un des éléments centraux de la théorie de l'autodétermination, c'est les 3 besoins psychologiques innés et universels que l'on doit plus satisfaire et moins frustrer. Dans nos enquêtes récentes, on met en lien la théorie de l'autodétermination avec l'approche de la gestion par les forces, l'approche par les forces de la psychologie positive. Puis ce qu'on voit, c'est que travailler sur ces forces, ça augmente la satisfaction de ces 3 besoins-là. Et lorsqu'on s'attarde à ces faiblesses, ça va plus opérer du côté de la frustration des besoins. Donc, moi, je vois ça comme une extension naturelle, bien, pas une extension, un mécanisme explicatif de pourquoi la gestion par les forces, ça devrait fonctionner. Puis d'ailleurs, Philippe, dans le dernier article que tu as publié avec Marine Miglianico, c'est une des suggestions que vous faites. Puis je sais qu'il y a eu certains articles qui sont sortis récemment qui mettent en lien les forces avec la théorie de l'autodétermination, en lien avec l'angle des 3 besoins. Donc, les 3 besoins, ça peut être le mécanisme explicatif. Donc, moi, je vois une complémentarité naturelle entre la théorie de l'autodétermination et la psychologie positive, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, le mot positif ne veut pas dire juste augmenter le positif. La psychologie positive vise simultanément à réduire le négatif et augmenter le positif. La théorie de l'autodétermination, c'est comme la boîte noire qui vient expliquer les éléments que l'on vit entre les environnements puis ensuite les conséquences. Donc, moi, je vois une belle adéquation entre les 2 courants. Là. OK. Donc, vous dites que Philippe et Marine Miglianico ont déjà proposé quelque chose qui pourrait être, qui pourrait pister les organisations à davantage appliquer l'approche par les forces. Mais par rapport à la théorie de l'autodétermination, c'est quoi concrètement l'application qu'est-ce qui pourrait être une application concrète dans une organisation ou en milieu de travail? De la théorie de l'autodétermination? Oui. Oui, bien, il y a un des articles qui a eu beaucoup d'influence, c'est Marilyn Gagné et Edward Deci, un des 2 pères spirituels là, de la théorie de l'autodétermination. Ils ont publié l'article dans Journal of Organizational Behavior en 2005. Cet article-là a été voté comme un des 10 plus influents dans la revue Journal of Organizational Behavior. Puis il est cité, si je ne me trompe pas, là, plus de 25 000 fois. Là, je veux dire, c'est incroyable là, comme article. Puis les applications de la théorie de l'autodétermination sont multiples. Dans les écrits qui visent à recenser ce que la théorie de l'autodétermination peut faire en contexte de travail, on résume souvent ça à 3 grands faisceaux. Il y a 3 grandes catégories d'éléments qui peuvent satisfaire ou moins frustrer les besoins. C'est l'organisation du travail, en anglais job design, le leadership ou les relations interpersonnelles et la rémunération, en anglais compensation, la compensation. Donc, il y a une explosion du nombre d'études les dernières années qui visent à comprendre quel style de leadership va plus satisfaire et moins frustrer les besoins, quel style de leadership on devrait viser à réduire parce que ça frustre les besoins. Donc, ça, c'est une application concrète où, si on met nos lunettes de consultant, on est capable d'avoir des outils de diagnostic pour voir quelles sont les bonnes habiletés de leadership que l'on peut enseigner et faire apprendre et quelles sont les habiletés de leadership que l'on devrait éviter d'enseigner ou de maintenir ou de désapprendre. Ça serait pour leadership et relations interpersonnelles. Pour le job design ou l'organisation du travail, à titre d'exemple, une des thématiques qui est en train d'émerger, c'est le travail, la gestion algorithmique.
Par exemple, un chauffeur de Uber, son patron, c'est un ordinateur. Ce n'est pas une compagnie, c'est des algorithmes. Donc là, on est en train de se questionner quel type d'algorithme peut permettre à un être humain de s'émanciper plutôt que de se sentir déshumanisé, objectifié et vidé de sa substance là, significative. Donc ça serait un exemple pour l'organisation du travail, là, un exemple très concret. Puis finalement, pour les pratiques de rémunération, les travaux qui semblent émerger montrent que ce n'est pas l'argent comme tel qui a un effet, mais plutôt ses significations. Puis la psychologie est particulièrement appropriée là, pour identifier les différentes significations positives et négatives de l'argent, entre autres à travers la lentille de la justice et de l'injustice. Il y a un paquet d'applications concrètes sur comment on paye les gens, comment on les traite, quel job ils font au quotidien pour stimuler performance et bien-être. Moi, je trouve que la théorie de l'autodétermination, c'est un peu comme un couteau suisse intellectuel, en ce sens qu'on a plusieurs éléments qu'on peut mobiliser pour différentes thématiques, différents contextes, différentes populations. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle est universelle. Notre échelle de mesure des motivations, on l'a présentement, je crois, en 26 langues. Je veux dire, les résultats sont les mêmes. Là. Donc, que l'on soit en France, au Japon, en Chine ou ailleurs, ces principes-là se veulent universels. La théorie de l'autodétermination, ça fait 50 ans qu'elle existe. On est au-delà de 300 chercheurs qui l'utilisent dans différents contextes. C'est ça qui fait sa force. Fait que je dirais que ce serait des exemples d'applications concrètes qu'on pourrait mettre de l'avant. OK, merci. Mais quand vous dites un couteau suisse, c'est-tu parce qu'il y aurait aussi des lames à double tranchant ou? Bien, n'est pas parfaite la théorie. Elle se fait critiquer. Par exemple, les 3 besoins, certains auteurs vont dire, est-ce que c'est vraiment ces 3 besoins-là qui sont les plus importants? Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? Est-ce qu'on devrait tenir compte de l'intensité du besoin? Est-ce que les désirs devraient avoir une place dans l'échiquier intellectuel de la psychologie? Fait que, elle a certaines critiques, mais je connais très peu d'études qui ont 50 ans de recherche en arrière de la cravate puis qui sont utilisées dans de multiples domaines. Il y a plein d'autres modules que l'on peut brancher. Par exemple, le justice-injustice, ça a beaucoup été étudié. On peut le mettre en lien. Certains modèles de leadership existent depuis plusieurs décennies. On peut les brancher. Mais les éléments centraux intra-individuels de la théorie de l'autodétermination sont assez robustes. Elle n'est pas parfaite, là, mais elle est quand même très bonne là, comme théorie, là, je trouve en tout cas. Puis, vous, Philippe, c'est quoi l'éclairage que ça apporte, la recherche sur l'approche par les forces, concrètement dans l'application pour les organisations? Oui, ben en fait, il y a plusieurs applications qu'on peut avoir. Si je prends un peu au niveau, par exemple, du leadership, ici, il y a différentes applications. Le fait, par exemple, pour les personnes en position de leadership, de gestion, d'identifier leurs propres forces, de mieux les connaître, de mieux les utiliser. On voit là, que ça a des impacts sur le bien-être, sur la performance aussi des équipes en tant que telles. Des choses qui peuvent être utilisées beaucoup aussi en coaching exécutif et qui vont bien au-delà de simplement des aspects qui sont très à la personnalité en tant que telle. Il y a justement une recherche qui vient de sortir de Claudia Harzer, qui est une excellente chercheure là, au niveau de l'approche par les forces, qui démontre que l'approche par les forces a un impact sur la performance au-delà des éléments qui sont liés simplement à la personnalité en tant que telle. Donc, ça, c'est un élément qui est très intéressant. Donc, bref, au niveau du leadership, on peut avoir un impact important en faisant mieux connaître les forces justement des leaders par eux-mêmes, puis en les amenant à en faire une meilleure utilisation aussi. Bien souvent, on a tendance à voir un peu qu'est-ce qui ne va pas, essayer de trouver là, une certaine lacune, certaines compétences que je vais devoir combler. Je vais travailler sur ces éléments-là. Il faut le faire, c'est certain, mais bien connaître ses forces, puis mettre l'accent aussi sur ces éléments-là, puis en faire une meilleure utilisation. Ici, il y a des gains qui peuvent être faits là, également. Au niveau des équipes de travail, il y a toute une panoplie de recherches là, qui démontrent que ça a un impact important aussi de permettre aux équipes d'identifier leurs forces de façon collective, les mettre en commun, puis d'optimiser le travail en fonction de ces forces-là aussi. Encore une fois, ça ne veut pas dire de
faire abstraction des choses qui ne vont pas bien, de travailler sur certaines faiblesses, quoi que ce soit, mais aussi d'identifier ces forces-là, de les mettre en évidence, d'en faire une meilleure utilisation. Ça aussi, ça permet d'optimiser à la fois le bien-être et la performance également. Il y a toute une série d'interventions qui peuvent être faites dans cette perspective-là également. Puis il y a d'autres recherches qui montrent que le fait d'avoir une organisation qui est basée sur les forces, c'est-à-dire qui s'intéresse aux forces des employés, qui les met en valeur, qui cherche à en optimiser le fonctionnement dans l'organisation. Donc, on va parler d'organisation qui s'appuie sur les forces, mais à ce moment-là, ça aussi, ça a un impact sur, évidemment, le climat de travail, le fonctionnement, la performance de façon générale. Donc, il y a différentes applications qu'on peut faire. Ça peut se traduire à travers les processus de gestion de ressources humaines, comme par exemple le processus d'appréciation de la contribution annuelle, qui peut tenir compte, bien évidemment, des éléments améliorés, mais aussi qui peut mettre un accent sur les forces, puis comment on peut les canaliser dans la perspective d'atteindre les objectifs de l'individu ou de l'équipe dans laquelle il travaille. Donc, toute une série d'applications. Les recherches démontrent que ça fonctionne, que c'est valide aussi. Mais il ne faut pas le prendre non plus comme une panacée, c'est-à-dire qu'on met tout le reste aux poubelles puis on s'intéresse seulement aux forces. Il faut s'intéresser aux deux, puis mettre un certain accent évidemment sur les forces là aussi. Mm-hmm. OK. Ça veut dire que, je vous ai entendu, Jacques et Philippe. Si moi, là, je suis une gestionnaire dans une entreprise, je me dis, waouh, la théorie de l'autodétermination, les besoins fondamentaux, je veux miser sur les forces. Je commence par quoi? Je fais ça comment? Ben, moi, je pense qu'une des choses qui peut être faite par un gestionnaire, c'est d'explorer cette perspective-là en justement effectuant un des deux tests, là, soit le VIA Survey ou le Gallup StrengthsFinder, qui sont des tests disponibles là, sur Internet, encore une fois, en toute une série de langues. Là, je pense qu'on a une quinzaine de langues là, pour ces tests-là, qui ont été passés par des millions de personnes à travers le monde, qui existent depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est des tests qui sont très fiables, très robustes, et de prendre connaissance de ces résultats-là pour soi-même, puis essayer de voir là, justement comment je peux en faire une meilleure utilisation. Puis juste cette expérience-là, en tant que telle, bien souvent, elle est très révélatrice, très enrichissante. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec différentes personnes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau académique. Moi-même, j'ai passé ce propre test-là. Et à chaque fois, il y a une forme de révélation dans ça. Bien sûr, les gens vont dire, c'est des choses que je savais, mais je n'avais pas mis de termes sur ça, je n'avais pas mis de vocabulaire, de mots sur ça. C'est comme si je suis dans une pièce, puis je connais un petit peu les secteurs, tout ça, mais là, j'ouvre la lumière, puis là, ça devient vraiment une évidence, ça devient vraiment clair. C'est très, très utile à ce moment-là d'avoir cet insight-là, d'avoir ces révélations-là, parce qu'on peut en faire une utilisation vraiment consciente. Donc, vous pouvez imaginer ensuite l'effet que ça peut avoir, par exemple, au niveau d'une équipe ou d'un département, quand on fait une démarche comme ça, par exemple, où on va mettre en lumière ces forces-là de manière collective, puis on va en faire une utilisation là, optimale. Donc, moi, si j'étais une gestionnaire qui m'intéresse à cette approche-là, puis je veux en savoir plus, ben, je pense qu'une des premières étapes, ça serait justement de faire un de ces deux tests-là, puis voir comment ça me parle, moi, puis qu'est-ce que je peux imaginer pour la suite avec mon équipe. Tout à fait d'accord avec Philippe. Oui. Puis pour la théorie de l'autodétermination, une des portes d'entrée, c'est la même chose, c'est un questionnaire. Nous, c'est un questionnaire qui mesure les différents types de motivation qui est distribué par l'Institut de recherche psychologique. Puis les gens ils répondent à 19 questions. Ça prend moins que 5 minutes de répondre à ça. Et ça permet de comparer nos résultats sur les motivations intrinsèques, identifiées, introjectées puis extrinsèques, puis la démotivation à un échantillon de 3500 personnes. Fait qu'on est capable de savoir si on est très élevé, moyen, faible ou très faible sur chacun de ces sous-types de motivation-là. Cette prise de conscience-là initiale, que ce soit que les types de motivation puis leur présence relative, puis l'ordre de présence de nos forces, c'est un premier point de départ pour dire qu'est-ce que je peux faire différemment maintenant que je sais ça. Puis là, ensuite, c'est de le vivre pour soi-même, puis ensuite d'essayer de le diffuser. Mais que ce soit lire des livres, regarder des webinaires ou tout ça, ça peut être des bonnes façons, mais il n'y a rien comme le vivre par et pour soi-même, soit pour les forces, soit pour les motivations. C'est souvent le point de départ là, qui donne l'impulsion initiale efficacement. OK.
Puis, tu sais, je vous écoute tous les deux, puis je sais que vous êtes tous les deux oui, des chercheurs, mais également des enseignants. Vous êtes professeurs dans deux universités différentes. À la lumière de tout ce que vous avez dit, tu sais, tantôt, Jacques, vous disiez où on s'est rendu compte que finalement, c'est universel, c'est dans tous les secteurs de la vie. Ça veut dire qu'en secteur académique aussi, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre pratique, dans vos pratiques d'enseignement? Comment vous évaluez vos étudiants? Est-ce que ça a un impact? Ben oui, en fait, moi, c'est certain, je pourrais dire, dans mes cours, puisque j'enseigne la gestion de ressources humaines, mais plus spécifiquement le comportement organisationnel, qui a trait, par exemple, à tous les aspects de leadership, les aspects interpersonnels, la communication, la gestion du changement, etc. Un des cours que j'apprécie beaucoup, c'est un cours que j'enseigne aux gestionnaires au niveau du MBA, qui est un cours de développement de leur leadership, développement de leurs compétences interpersonnelles, connaissance de soi, etc. Et bien entendu, ben, je les encourage fortement là, à effectuer un de ces tests-là qu'on vient de mentionner, donc soit le VIA Survey ou le Gallup StrengthsFinder. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, bien entendu, mais je les encourage là, à le faire. Puis, de façon complémentaire, là, toute une autre série d'éléments qu'on va traiter, qu'on va aborder au niveau de la personnalité. Mais moi, je me fais un devoir d'amener ces éléments-là à leur attention systématiquement là, à chacun des cours, là, pas à chacune des séances, bien entendu, mais auprès de chacune des cohortes là, à qui j'enseigne, parce que je pense que c'est des éléments très, très importants à connaître. Sur le plan de l'évaluation, moi, ce que je fais, c'est que je vais avoir tendance là, à la fois là, me concentrer sur évidemment des éléments qui sont améliorés, mais aussi des forces qui doivent être connues et optimisées. Donc, par exemple, avec les gestionnaires avec qui je travaille, dans le cadre de ce cours-là, ce que je fais, c'est que je demande un travail personnel qui est effectué sur lequel ils doivent faire une introspection, en fait, par rapport à différentes compétences qu'on a abordées dans le cadre du cours, que ce soit la connaissance de soi, la gestion du temps et des priorités, gestion du changement, communication, quoi que ce soit. Et de regarder justement, est-ce qu'il y a certaines faiblesses que je me rends compte que j'ai, sur lesquelles je devrais travailler, quels sont les impacts de ces éléments-là en contexte de travail, etc. Puis qu'est-ce que je peux faire comme plan d'action pour ça? Bon, ça, c'est un classique, mais ce que je leur demande aussi en complément, c'est d'identifier aussi une force qu'ils vont posséder parmi les éléments qu'on a abordés, que ce soit encore une fois en communication, connaissance de soi, ou bref, différents volets qu'on a abordés sur le plan théorique. Quels sont les impacts justement de cette force-là sur leur travail, sur leurs relations, sur leur fonctionnement et comment ils peuvent en faire une optimisation, comment ils peuvent l'utiliser de manière encore plus optimale. Et ça, bien souvent, c'est un défi pour les personnes justement de reconnaître leurs forces, ensuite de voir quels impacts ont ces forces-là, puis surtout de voir comment je peux en faire une utilisation qui est encore meilleure, encore optimale. Ça demande une certaine réflexion par rapport à ça, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas nécessaire, que ça ne peut pas nécessairement être optimisé. Bien au contraire, là. Donc, on a beaucoup de chemin à faire pour reconnaître ces forces-là, se les avouer nous-mêmes, voir en quoi elles contribuent à nos succès, et d'un autre côté, voir comment je peux en faire une meilleure utilisation, dans quel contexte je peux les optimiser. Est-ce que vraiment j'en fais une utilisation qui est optimale à tout temps? Est-ce que parfois, peut-être que cette force-là même, elle peut être mal utilisée, au contraire, puis que ça me met les pieds dans le plat dans certaines circonstances? Est-ce qu'il y a certains contextes où je pourrais l'utiliser davantage à meilleur escient dans la poursuite de mes objectifs? Et là, il y a toute une réflexion qui peut se mettre en branle là, par rapport à ça. Puis pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait un équilibre entre ces deux éléments-là. Donc, que la personne soit consciente de ses faiblesses, qu'elle puisse travailler sur ces éléments-là, les reconnaître, puis se donner un plan d'action, mais aussi bien connaître ses forces, être capable de se donner des plans d'action par rapport à ses forces pour les mettre en évidence, puis en faire une utilisation qui est optimale aussi. Mm-hmm. Puis quand vous dites mal utiliser une force, ça ressemble à quoi, mal utiliser une force? Oui, ben, ça peut paraître paradoxal, mais je pense que je vous donnerai l'exemple classique. Là. Par exemple, une personne qui a une capacité très, très forte là, au niveau de l'analyse, le fin détail, la compréhension, tout ça, puis va dire, moi, c'est une de mes forces. J'ai tendance à bien capter les détails, être bien attentionné sur tous ces éléments-là, la fine analyse, tout ça. Ça me sert beaucoup.
Et là, si je demande, par exemple, à cette personne-là d'en faire une plus grande utilisation, bien là, ça peut être parfois contre-productif parce que la personne va, par exemple, ralentir le fonctionnement des équipes avec lesquelles elle travaille, un peu en venir à irriter les autres collègues, etc., par cette suranalyse-là, ce ralentissement-là. Donc, l'idée ici, avec une force pour en faire une utilisation optimale, c'est d'avoir la bonne force au bon moment avec la bonne intensité aussi. Donc, quand on a ces trois facteurs-là qui sont combinés ensemble, là, on peut avoir une utilisation qui est optimale. Merci. Puis, vous, Jacques, les liens entre ta théorie de l'autodétermination puis l'enseignement. Bien, par exemple, moi, l'échelle multidimensionnelle des motivations au travail, en tant qu'un des auteurs, j'ai une licence d'utilisation. Fait que je le fais passer, moi, dans tous mes cours, que ce soit au bac, à la maîtrise ou au doctorat. Les gens sont en mesure de se situer par rapport à leurs différents niveaux de motivation. Le questionnaire Values in Action, à peu près systématiquement, je le fais passer également. Je fais vivre l'intervention par les forces de manière différente selon que c'est au bac, à la maîtrise ou au doctorat, parce qu'ils ne sont pas au même stade de carrière, ce n'est pas les mêmes visées, ce n'est pas la même complexité intégrative selon les milieux. Mais il y a tellement d'outils pratiques et concrets qu'on peut les utiliser. Puis moi, un des éléments que je retiens pour l'enseignement par rapport à la théorie de l'autodétermination, c'est que évaluer les gens puis leur donner des notes, ça va à l'inverse de ce qu'on veut générer. Fait que moi, j'essaie de mettre le moins d'accent possible sur les notes et plutôt sur des compétences, des habiletés, des forces, des talents qui vont avoir une résonance dans la vraie vie. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les gens, ils viennent chercher un diplôme, non pas pour avoir un diplôme, ils veulent un diplôme pour s'actualiser, pour s'émanciper, pour trouver une place, un rôle de choix dans la société. Entre cette intention-là et la finalité qui est recherchée, il faut malheureusement évaluer parce que le système administratif le demande, mais j'essaie de m'inspirer de ce qui s'appelle le gradeless teaching. Le gradeless teaching, c'est d'évaluer sans note. Moi, je rêverais de donner des cours uniquement succès-échec parce qu'on le sait, les gens qui coulent ou qui ont de la misère, en tout cas, c'est assez facilement détectable dans un groupe, à la fois individuellement et collectivement. Fait que j'essaie de mettre moins l'accent sur l'évaluation ou que l'évaluation soit enthousiasmante, que ce soit des objectifs qui soient tripants à aller chercher. Mais ça demande un certain doigté, puis je suis loin d'avoir réussi. Là, puis s'il y a des gens qui ont des trucs, là, je suis vraiment preneur. Et ça serait comme un des aspects que j'utiliserais la théorie de l'autodétermination. Puis l'approche par les forces ou la psychologie positive, un des cours que je donne à la maîtrise là, récemment, c'est diagnostic en GRH, en gestion des ressources humaines. Et on a souvent le réflexe d'utiliser une approche par déficit, identifier les problèmes et tenter de les régler. Mais là, j'ai essayé l'approche d'abondance, soit par les forces, mais j'ai essayé l'enquête appréciative, qui est un peu la version organisationnelle de la psychologie par les forces, l'approche par les forces, et avec des résultats qui ont été quand même assez enthousiasmants. Donc, au lieu de se demander qu'est-ce qui cause problème avec l'organisation, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait bien et qu'on pourrait faire plus. Puis ça jette nos paradigmes généralement reconnus aux poubelles pour partir sur des bases là, qui nous propulsent beaucoup plus haut. Fait que ça serait différentes façons que j'utilise, là, soit la psychologie positive, l'approche par les forces et la théorie de l'autodétermination dans l'enseignement. Puis ce qui est le fun, c'est que l'enseignement va ensuite avoir des répercussions dans la vraie vie. Fait que si un des étudiants au bac s'en va travailler en rémunération, bien, il va amener les éléments de la théorie de l'autodétermination relatifs à la rémunération dans son travail. S'ils sont dans le milieu syndical, s'ils sont dans le milieu privé, public, c'est tous des domaines où ça peut s'appliquer et où ça va être disséminé. Fait que moi, ça serait des façons que j'aurais de les appliquer, je dirais. OK. Dans le fond, ça illustre aussi, pardon, Philippe. Oui, je vais peut-être juste rajouter, ça me permet de renchérir un petit peu sur ce que Jacques mentionne, parce que par rapport à la théorie de l'autodétermination, moi, ce que je fais en fait au niveau de mes cours, un peu comme Jacques, là, je mets beaucoup l'accent sur l'utilité de ce qu'on est en train de parler, pourquoi on fait ça, pourquoi on discute de ça, à quoi ça va vous servir aux professionnels. Moi aussi, je me suis surpris là, à quelques reprises là, à dire, par exemple, là,
arrêter de penser aux notes, là. On va penser là, à l'utilité de ce qu'on est en train de faire actuellement. On va discuter ensemble, tout ça. Donc, au début de chaque cours, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends le temps de discuter avec les étudiants de l'utilité de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est important? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce qu'on est 3 heures ensemble à discuter de ces éléments-là? Puis là, on a peut-être une quinzaine, une vingtaine de minutes là, où on aborde l'utilité et la pertinence là, de ce qu'on va discuter en entreprise, en situation concrète. Et comme ça, moi, je viens favoriser vraiment une motivation qui est beaucoup plus intrinsèque par rapport au contenu qu'on va aborder parce que ça vient faire du sens, là, justement. Donc, pour moi, c'est tellement important que les étudiants n'étudient pas pour passer le cours ou juste apprendre les contenus, mais vraiment pour qu'ils puissent s'en servir et les comprendre, en comprendre l'utilité. Pour moi, c'est essentiel. Là, je veux dire, on est un groupe ensemble, on passe tout ce temps-là ensemble. Il faut que ça puisse avoir évidemment là, des retombées puis une utilité là, bien au-delà de juste apprendre des concepts. Donc, on a toujours cette discussion-là au début du cours. Pourquoi on discute de ça? Pourquoi c'est important? Et là, ça permet d'avoir des échanges extrêmement intéressants. Puis moi, ça me permet de faire le lien ensuite avec ces propos-là qu'on a eus pendant le cours. Là. Donc, bref, j'essaie toujours de faire ces liens-là, de susciter cette motivation-là intrinsèque envers les contenus. Puis, en termes d'évaluation, un petit peu de la même façon, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours des mises en situation. Donc, jamais de par cœur ou de choix de réponse, de choses comme ça. Ça va toujours être un contexte. Puis moi, ce que je dis aux étudiants, c'est que quand vous allez être en entreprise, jamais que votre superviseur va vous demander quelles sont les 5 étapes de telle théorie ou de telle chose comme ça. Il va vous dire, j'ai un problème, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, aide-moi. Puis vous allez avoir le droit à vos livres là, en entreprise aussi. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un examen à livre ouvert avec des mises en situation. Puis là, les étudiants doivent appliquer ces contenus-là à des situations concrètes, justement. Ça demande plus de temps, ça demande plus de correction. Mais moi, c'est un effort que je suis prêt à faire là, pour nous assurer qu'on reste dans ce paradigme-là qui est vraiment intrinsèque et qui est utile. Puis, souvent, je veux dire aux étudiants, là, vous êtes, par exemple, en première ou en deuxième année de bac, on est assis ensemble. Dans 1 an ou dans 2 ans, vous allez être assis justement à votre bureau avec des situations réelles, avec des employés, avec des problématiques. Vous allez devoir vous pencher sur ces éléments-là. Donc, c'est important les notes, je comprends, mais on va mettre l'accent le plus possible là, sur ces compétences-là qui sont à développer, puis on va les travailler ensemble, puis on va comprendre pourquoi on aborde ces contenus-là. Pour moi, c'est essentiel. Donc, si je comprends bien, vous, au-delà du contenu du cours, au-delà de transmettre la connaissance de ce que c'est l'approche par les forces ou la théorie de l'autodétermination, vous leur faites vivre de l'intérieur ce que c'est pour qu'ensuite ils puissent même disséminer la bonne nouvelle dans le milieu du travail puis les organisations. Hein? C'est ce qu'on essaie. Je ne sais pas si on réussit, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie. OK. Ça fait quand même plusieurs années que vous êtes actif dans tout ça. Puis, bon, la théorie de l'autodétermination, tantôt, Jacques, vous disiez, ça a émergé dans les années 80. L'approche par les forces avec le courant de la psychologie positive, ça a démarré plus au tournant des années 2000. Par rapport à tout ça, ça a dû évoluer avec le temps. On en est où maintenant? Bien, si on parle de la théorie de l'autodétermination, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une structure administrative qui la supporte. Il y a un site qui existe, le self-determinationtheory.org. Fait qu'il y a le Center for Self-Determination Theory qui tente de fédérer toutes les forces internationales dans les différents domaines, que ce soit sport, travail, famille, épidémiologie, santé publique, etc. Fait qu'il y a des instances administratives qui fédèrent et supportent les efforts collectifs. Fait que ça facilite. Puis la théorie de l'autodétermination, elle a un congrès international maintenant à chaque 3 ans. Fait que ça, c'est vraiment stimulant de pouvoir rencontrer des gens qui partagent la même façon de voir les choses. On essaie de ne pas être
on n'est pas en train d'aller adorer une divinité puis on est en béatitude devant la théorie, là, mais c'est plus de dire, attends, on va se mettre tout ensemble pour être critique à la fois par rapport à la théorie, mais on va essayer de s'aider sur comment l'appliquer. Puis à l'intérieur des recherches, ce qui est le fun, c'est que le but de la recherche, ce n'est pas de trouver des réponses, c'est de poser des meilleures questions. Puis les questions deviennent de plus en plus précises. Par exemple, un des projets pour lesquels on a demandé du financement, nous, c'est de voir est-ce qu'il y a un lien entre la satisfaction des 3 besoins et la variabilité du rythme cardiaque. Une des critiques qui est adressée à nos enquêtes, c'est qu'on a souvent de l'auto-rapporté avec de l'auto-rapporté. Est-ce que tu aimes ton boss, puis est-ce que tu aimes ta job, puis on essaie de voir le lien entre les deux. Mais l'être humain est parfois un bien mauvais juge. Il n'est pas même d'apprécier efficacement ou de manière objective l'environnement. Fait que la variabilité du rythme cardiaque, c'est une information que le cœur et le corps disent. Puis on va essayer de faire le lien entre ce que le corps nous dit et ce que la tête puis le vécu nous dit. Il y a des évidences, par exemple, aussi avec des scans en direct du cerveau. Quelles zones du cerveau sont activées par les récompenses extrinsèques ou par les récompenses intrinsèques à une tâche? Fait que les réponses deviennent de plus en plus précises. Puis là, avec la psychologie positive, puis Philippe, avec Marine, ont écrit un super article qui recense voici tout ce qu'on a fait et que l'on sait. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Fait que plus on avance, plus les éléments de réponse sont enchâssés solidement et les questions deviennent plus précises. Fait que moi, ça m'enthousiasme beaucoup pour ce qui s'en vient, là. Oui, absolument. Ben, moi, je peux enchérir un petit peu par rapport à la théorie des forces. Ben, c'est certain que tout ça a émergé avec la psychopositive au début des années 2000. Ça a pris vraiment forme en 2004 là, avec le lancement du livre Character Strengths and Virtues Classification de Peterson Seligman. Puis, je dirais dans les premiers 10 ans, jusqu'à 2010 environ, la recherche a été vraiment sur élaborer ces classifications-là, voir leur prévalence, voir vraiment les fondements par rapport à tout ça. Ensuite, de 2010 à 2020, là, il y a eu un peu plus une dissémination à travers différents courants, à travers, par exemple, au niveau de l'éducation, au niveau de la psycho-organisationnelle, au niveau de la psychologie clinique, bien évidemment, au niveau, par exemple, du coaching aussi, sportif, etc. Et là, je vous dirais, depuis à peu près 2015 jusqu'à maintenant environ, on est encore plus là, dans l'application de ces éléments-là, le développement de protocoles d'intervention, tester des applications concrètes, encore une fois, dans tous ces domaines-là, là, en éducation, en psycho-organisationnel, en coaching, en clinique, pour tester certaines façons de faire qui démontrent vraiment des impacts là, concrets et positifs sur le bien-être, sur la performance aussi. Donc, ici, on est en train vraiment d'élaborer des protocoles concrets. L'idée étant, un petit peu comme je reviens à la psychologie traditionnelle ou classique, clinique, pour appuyer là, une personne, par exemple, qui a des problématiques de dépression, d'anxiété, ben, on va se fier sur des protocoles qui ont été testés, puis établis, puis démontrés pour leur efficacité. Mais là, on est en train d'établir justement des protocoles testés, démontrés comme ça pour leur efficacité, mais pour justement la psychologie positive en se basant sur une meilleure connaissance des forces des individus. Donc, comment on amène une personne à mieux connaître ses forces? Comment on amène une équipe à mieux travailler avec ses forces? Puis que systématiquement, on démontre que ça peut fonctionner, que ça a des gains concrets démontrés scientifiquement au niveau du bien-être et de la performance. Donc là, ici, on est vraiment dans ces applications-là, puis on commence à avoir des gains que je trouve là, extrêmement intéressants à ce niveau-là. OK. Puis vous, Philippe, là, tout ça a émergé là, depuis 2004. Là. Maintenant, là, qu'est-ce qui reste à étudier, à chercher? Qu'est-ce qui vous allume là-dedans de dire « Ah, j'aimerais ça aller plus loin dans ce sens-là? » Oui. Ben, actuellement, on est vraiment, comme je disais, dans les protocoles d'intervention, démontrer que ça fonctionne. Il commence à avoir des gains par rapport à ça. Puis là, plus spécifiquement, je dirais, depuis peut-être 2015-2016, qu'on se rend compte, c'est que ces types d'interventions-là ont un impact sur le bien-être principalement. Donc, ça donne un petit boost là, de bien-être au niveau de l'individu, des équipes, de connaître nos forces, puis tout ça. Bon, c'est intéressant, c'est le fun, ça nous donne un petit boost.
Mais ce n'est pas juste ça l'objectif, bien entendu. L'objectif, c'est d'avoir aussi des gains qui vont perdurer sur le long terme, qui vont aussi avoir des effets sur la performance. Là, on commence à mettre en place des protocoles qui vont jouer sur ces deux plans-là, donc qui amènent un gain sur le bien-être, mais aussi sur la performance, puis de façon durable. Et c'est là qu'est vraiment tout l'intérêt, c'est d'essayer de voir, en tout cas moi, pour moi, en tant que chercheur, puis pour plusieurs collègues, je pense que évidemment pour plusieurs entreprises aussi, de voir comment on peut miser sur les forces des individus pour avoir des gains substantiels puis durables là, sur le bien-être, bien entendu, mais aussi sur la performance à la fois des individus puis des équipes. Puis là, on est en train justement de développer des protocoles qui ont un effet là, significatif à ce niveau-là. On se rend compte que ça passe entre autres par un accompagnement assez régulier de près là, auprès des individus et des équipes qui vont vivre ce type d'intervention-là. Donc, ça va passer par exemple par, si je prends une équipe, on va avoir une équipe dans laquelle on va identifier les forces des personnes qui sont présentes avec, par exemple, un questionnaire comme le Gallup StrengthsFinder. On va prendre le temps de rencontrer chacune des personnes de l'équipe pour faire un debriefing par rapport aux forces qui ont été identifiées, comment ça se traduit dans son travail concrètement, comment il peut en faire une meilleure utilisation. Ensuite, on va avoir une rencontre d'équipe. On va échanger ensemble sur nos forces collectivement, puis comment on peut en faire une meilleure utilisation dans le cadre de notre travail. Et c'est là que généralement qu'on va avoir un certain gain au niveau du bien-être puis du fonctionnement de l'équipe. Mais si on veut faire perdurer ces éléments-là, ben, il faut un accompagnement qui est continu puis assez serré auprès de l'équipe et du gestionnaire pour s'assurer de consolider ces gains-là dans le temps. Donc, ici, ce qu'on est en train de développer, c'est des protocoles où, justement, il y a un suivi assez rapproché là, sur plusieurs semaines suite à ces interventions-là de consolidation pour s'assurer vraiment qu'il y a un transfert qui est fait au niveau du travail. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, ça fonctionne et puis les gains peuvent perdurer dans le temps. Donc, c'est là, je pense, tout l'intérêt. Ce n'est pas nécessairement facile, comme vous le savez, d'avoir des gains significatifs sur le bien-être, encore moins sur la performance de façon durable dans les entreprises. Mais là, nous, on est en train de démontrer qu'on est capable de le faire, puis de le faire de façon reproductive, constante également. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis vous, Jacques, vers quoi on s'en va avec la théorie de l'autodétermination? Qu'est-ce qui émerge de tout ça? Bien, il y a beaucoup, à la fois dans la psychologie positive, l'approche par les forces, puis la théorie de l'autodétermination, il y a de plus en plus d'essais d'intervention. Comme Philippe l'a mentionné, là, de voir est-ce que ça a un effet, par où ça a un effet, avec qui ça a un effet, est-ce que l'effet se maintient dans le temps, s'il se maintient, c'est sur quelle variable importante, etc. À titre d'exemple, moi, ma conjointe, là, Geneviève Majot, à l'Université de Montréal, ils ont testé l'efficacité d'un cours de parents. On dit souvent qu'être parent, ça ne s'apprend pas, mais ce n'est pas vrai. On peut apprendre. Il y a des cours qui se donnent. Il y a un super bon livre avec sa collègue Mireille Joussemet. Ils ont testé l'efficacité d'un cours de parents, puis ça semble avoir un effet à la fois chez les parents et les enfants. Il y a Gavin Slamp en Australie qui a fait une méta-analyse des interventions pour enseigner le style de leadership qui permet de soutenir les besoins. Et il extrait 5 grandes recommandations pour que les formations que l'on crée aient un effet. En contexte de travail avec un collègue en Suède, Thomas Jungert, on a publié un article sur une intervention pour enseigner aux gestionnaires comment satisfaire les besoins. Ça semble avoir un effet sur certaines variables. Donc, maintenant qu'on connaît plusieurs éléments et les mécanismes psychologiques explicatifs de leurs effets, c'est de voir comment on peut en tirer des bénéfices dans différents milieux et sphères de vie. Fait que moi, ce qui m'enthousiasme, ça va être, est-ce qu'on peut enchasser ça, par exemple, dans des lois? Est-ce qu'on peut enchasser ça dans des politiques publiques? Est-ce qu'on peut mettre ça dans des programmes d'enseignement à différents niveaux, dont les universités? C'est un peu les questions que vous nous avez posées, Sylvie, un peu plus tôt, là, comment on peut le faire. Fait que moi, ce qui m'enthousiasme, c'est maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Moi, à chaque année, je vais lire le World Happiness Report, le rapport mondial sur le bonheur, qui est un peu un enfant là, de la psychologie positive. Ça fait 10 ans que ça existe. Il y a aussi à Paris, il y a Thomas Piketty à Paris Business School qui sort le World Inequality Report. Fait qu'on a de plus en plus de données, de programmes de formation, d'intervention
qu'on sait avec qui ça marche, comment ça marche, pourquoi ça marche. Fait que là, c'est de le faire connaître puis de voir est-ce que ça fonctionne. Moi, quand je regarde les nouvelles le soir, je suis un peu déprimé, mais quand je regarde la recherche sur la théorie de l'autodétermination et la psychologie positive, je suis enthousiasmé. Fait que j'essaie de m'alimenter de ce qui est plus enthousiasmant que ce qui est plus déprimant, mais des interventions, des pratiques concrètes diffusées à un large volume de gens, ça m'enthousiasme. Juste hier, je donnais la formation sur les forces. C'est la 177e fois que je la faisais. J'ai autant de plaisir à la donner parce que c'est ce qui est positif, c'est enthousiasmant de l'être humain. Il faut avoir confiance à l'humain, on est bienveillant. Fait que moi, qu'est-ce qui m'enthousiasme de l'avenir, c'est de dire maintenant qu'on sait tout ça, comment on peut le diffuser encore plus et encore mieux. Moi, ça serait mon point de vue, là, à la fois sur la psychologie des forces et la théorie de l'autodétermination. Ah oui, merci. Puis vous, Philippe, si vous aviez un souhait à formuler pour notre avenir, ce serait quoi? Je pense qu'on est déjà bien parti, honnêtement. Je trouve ça tellement stimulant de travailler un peu comme on parlait dans cette vague-là de psychologie positive avec des chercheurs de façon scientifique qui s'intéressent au bien-être, comment optimiser le bien-être des individus. Pour moi, c'est extrêmement stimulant. Qu'est-ce que je souhaite pour l'avenir, c'est qu'on puisse poursuivre dans cette voie-là. Puis, je souhaiterais évidemment, je pense que c'est un des souhaits de Martin Seligman au tout départ, que la psychologie positive puisse fusionner avec la psychologie classique. Moi, je pense qu'on est en train de faire ça, qu'on est en train de démontrer tous les gains de façon scientifique, de façon mesurée, qu'on peut avoir là, à étudier justement ces éléments-là, comme l'autodétermination, comme l'optimisation des forces dans différents contextes, puis que ça permet d'avoir des gains à différents niveaux là, pour la société, puis même pour les populations cliniques, là, en psychologie clinique, évidemment. On se rend compte qu'il y a des gains aussi là, à ce niveau-là. Donc, moi, je nous souhaite là, que cet impact-là puisse être encore plus fort, encore plus solide sur le plan scientifique, puis qu'il fasse son chemin là, à travers la psychologie clinique puis la société en général. Est-ce que, Jacques, vous aviez quelque chose à ajouter, un mot de la fin, ou Philippe? Le mot de la fin, j'espère qu'il n'y aura pas de fin. Dans le sens, il y a une fin à ce qu'on fait aujourd'hui, je comprends. Mais moi, une de mes forces, c'est l'optimisme. Fait que j'anticipe encore des belles choses. Je suis fasciné de voir combien il y a autant de personnes qui font autant de belles choses. En même temps, il y a plein de gens aussi qui mettent des bâtons dans les roues puis qui, tu sais, on n'a qu'à regarder les nouvelles là, pour parfois s'inquiéter de la nature humaine. Là. Mais j'espère que dans le grand balancier de la vie, puis j'ai l'impression que c'est ce qui s'imprime depuis quelques décennies, sinon quelques siècles, que l'humanité, si on écoute ce qu'il y a de bien chez nous, on va s'en tirer. On va être capable de faire face au changement climatique. On va être capable de faire face aux crises. On vient, en tout cas, je crois, de sortir d'une pandémie mondiale. Si on compare avec la grippe espagnole, il y a 100 ans, d'un côté, on a eu 55 millions de morts, puis là, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Fait qu'on a fait des progrès. Moi, j'avais beaucoup aimé un livre de Angus Deaton, qui est un prix Nobel d'économie, qui s'appelait La Grande Évasion. Puis dans ce livre-là, on montre sur comment, sur des siècles, l'humanité, ça va mieux. J'espère que la théorie de l'autodétermination, la psychologie positive va pouvoir contribuer à ce que l'humanité aille mieux. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je souhaite à nos enfants, aux enfants de nos enfants, parce qu'on a des beaux défis à relever, mais je crois qu'ensemble, collectivement, si on fait appel à notre nature positive, on va être capable de s'en sortir. Merci beaucoup à vous deux pour cette classe de maître sur l'approche par les forces et la théorie de l'autodétermination. Merci à Philippe Dubreuil et Jacques Forêt. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylvie. Ça a été un plaisir. Donc, un grand merci pour ton professionnalisme, comme toujours. Merci. Bienvenue.
Nous espérons que cette classe de maître a permis de vous inspirer pour la mise en application de la psychologie positive en contexte organisationnel. Si vous souhaitez en connaître davantage, n'hésitez pas à consulter notre recueil de ressources, section Travail et organisation. Vous y trouverez des suggestions de lecture et des vidéos sur différents thèmes. Nous vous donnons rendez-vous pour l'écoute de votre prochaine classe de maître.